Salut à tous, c'est Cédric, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de l'année 2019, ça vous a pas échappé, on vient de changer d'année et comme tout début d'année, il y a des nouveautés autour de l'immobilier et plus particulièrement de l'investissement immobilier. Et dans cette vidéo je vais revenir sur les 7 nouveautés qu'il faut connaître pour investir en 2019. Alors je vais vous demander un petit peu d'indulgence dans cette vidéo, je vais tout vous dire. La semaine dernière je me suis fait enlever 2 dents de sagesse en bas, donc je suis encore un tout petit peu gonflé et j'ai un petit peu de mal à articuler. Donc je compte sur vous pour me soutenir, mettez des pouces, pensez à vous abonner et je vais essayer de faire au mieux pour que la vidéo soit bien claire et pas trop compliqué à regarder. On rentre tout de suite dans le vif du sujet et le premier point, vous en avez forcément entendu parler, c'est le prélèvement à la source. Alors je vais pas tout détailler parce que j'ai prévu de faire une vidéo sur le sujet parce qu'il y a pas mal de points, je voudrais faire une petite étude de cas parce que j'ai eu beaucoup de questions sur le prélèvement à la source. Alors comment ça va se passer globalement? Je vais faire d'une manière assez générale. Évidemment les loyers restent toujours fiscalisés, vous devrez encore payer des impôts, je suis désolé, mais ce sera pas soumis directement à l'impôt à la source. Globalement, c'est assez simple. Le propriétaire paiera directement son impôt au fisc et ça se passera par acompte mensuel ou trimestriel. Tout ça basé sur la toute dernière déclaration connue par l'administration fiscale. Et ce processus concerne aussi bien les loyers en location nue qu'en location meublée. Un point que je trouve assez intéressant, c'est l'impact du prélèvement à la source sur la demande de crédit. Alors vous le savez, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, si vous vous intéressez à l'investissement, c'est quelque chose qui est acté dans votre tête. Vous savez, quand vous allez voir une banque, il y a ce fameux taux d'endettement des 33%. On dit souvent, même si c'est pas tout à fait juste, que la banque ne prête pas au-delà des 33%. Donc il calcule votre taux d'endettement, donc le fameux 33% sur votre net. Si par exemple vous êtes salarié, en 2018 vous aviez une fiche de paye qui était un net avant impôt et il prenait les 33% sur le net avant impôt. Mais du coup en 2019, vous l'avez forcément constaté, mais votre fiche de paye elle est inférieure puisque l'impôt a directement été prélevé. Donc comment ça va se passer pour la banque? Est-ce qu'ils vont calculer sur votre net après impôt, votre net avant impôt? C'est très simple, ça reste inchangé, pas de panique. La banque prendra toujours votre salaire avant impôt. Donc il n'y aura aucune modification par rapport à votre capacité d'emprunt en 2019. Deuxième nouveauté, le bail mobilité. J'en ai déjà parlé en détail dans la vidéo qui concerne la loi Elan. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller tout de suite jeter un œil. Je reprends vraiment tout en détail, que ce soit la bail mobilité, mais les autres points qui concernent la loi Elan. Mais je vais reprendre un petit peu les grandes lignes de ce bail mobilité. Globalement, c'est un bail qui est conçu pour la demande des personnes qui ont besoin d'occuper un logement temporairement. Donc il s'agit des étudiants, des personnes en stage, des personnes qui viennent pour un travail saisonnier. Ça peut être également des étudiants étrangers qui viennent pour 4 mois. C'est un bail qui sera uniquement meublé et qui pourra être d'une durée de 1 à 10 mois. Je trouve que c'est hyper intéressant de la mobilité parce que je pense que ça peut s'adapter à une vraie stratégie de location moyenne durée. Je vous parlais tout à l'heure des étudiants étrangers, je pense que c'est totalement adapté à ça. Voilà, un étranger qui vient pour faire 4 mois dans une école, qui a besoin d'un logement, ça permettra peut-être, pourquoi pas, d'amener certaines prestations pour le louer plus cher, pour que la personne vienne tranquillement, qu'il pose juste ses valises. Donc voilà, moi je pense qu'il y a une vraie stratégie autour de la mobilité, je pense que c'est vraiment une bonne mesure à réfléchir. J'aurai l'occasion probablement d'en reparler, mais je pense que ça peut être quelque chose d'adapté, notamment sur la location étudiante. Troisième nouveauté, le fameux retour de l'encadrement des loyers. C'est pareil, vous en avez forcément entendu parler. J'en parle également dans la loi Elan, dans ma vidéo sur la loi Elan. Allez, encore une fois, jeter un œil. Je reprends tout en détail, mais je vais reprendre les grandes lignes de l'encadrement des loyers. Donc c'est remis au goût du jour par la loi Elan et en fait, ça autorise les communes à pouvoir remettre en place l'encadrement des loyers à titre expérimental pour une durée de 5 ans. Concrètement, le loyer que vous allez pouvoir pratiquer ne doit pas dépasser un loyer de référence établi, aussi bien en prenant compte de l'adresse à laquelle vous vous trouvez, mais également des caractéristiques du bien, l'année de construction, le nombre de pièces, etc. Alors il faut savoir que les dépassements sont évidemment sanctionnés par une diminution de votre loyer, mais également une restitution de la différence à votre locataire. Et je crois qu'il y a également une amende qui est autour de 5 000 €. Il faut savoir que vous pourrez dépasser le loyer de référence si votre bien présente des caractéristiques exceptionnelles. Une adresse ultra premium ou des équipements haut de gamme. Alors ça reste assez flou, c'est toujours un petit peu pareil, c'est vraiment à la française. On ne sait pas exactement ce qu'ils appellent comme caractéristiques exceptionnelles. Donc à vous un petit peu de voir si vous êtes concerné par l'encadrement des loyers, essayez d'être malin pour proposer des choses qui peuvent mettre en valeur votre bien, qui vous permettra de proposer un loyer plus élevé. Quatrième nouveauté, l'extension du dispositif Pinel. Donc le dispositif Pinel, vous en avez forcément entendu parler. D'ailleurs, je trouve ça assez intéressant d'en parler, même si encore une fois, moi, je le préconise pas. Le Pinel, pour ceux qui connaissent pas, c'est ce que vous pouvez voir quand il y a un programme neuf à côté de chez vous, il y a un immeuble qui se construit, il vous propose d'acheter dans du neuf et de profiter d'une réduction d'impôt. Je fais très basique, mais globalement c'est ça, je pense que tout le monde connaît. Et c'est vrai qu'en France, c'est vraiment le premier réflexe. Moi, je le vois quand j'en parle avec des amis, des voisins, quand je parle d'investissement, parce qu'on me pose pas mal de questions.
tout de suite ce qui ressort, c'est Pinel. Ils pensent qu'on peut que investir en Pinel. Ça leur vient pas à l'idée de dire on va acheter dans l'ancien et faire du meublé, ou non même, hein, c'est même pas le sujet. Eux, c'est du Pinel, on achète dans du neuf. C'est vrai que c'est quand même assez intéressant de pouvoir en parler parce que moi, ça me permet aussi de développer un petit peu ce que je préconise, c'est-à-dire de faire du meublé, du LMNP, pourquoi pas de la location étudiante, de chercher de la rentabilité. Parce que dans le Pinel, bah forcément, c'est pas rentable. C'est quelque chose de pas très intéressant. Faut savoir que malgré tout, dans cette loi, le dispositif Pinel va être étendu. Il sera étendu jusqu'en décembre 2021. Mais il concernera uniquement les zones tendues. Alors il y a Île-de-France, Côte d'Azur. Mais je trouvais ça quand même intéressant de vous en parler parce qu'encore une fois, le Pinel, on en parle beaucoup, mais sachez que le Pinel, c'est quelque chose qui n'est pas rentable. Ça reste un programme de défiscalisation, mais en termes de rentabilité, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout intéressant. Moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser que je fasse un jour une vidéo sur le Pinel, un peu en l'opposant avec ce qui peut se faire dans l'ancien. Encore une fois, je sais qu'on me pose beaucoup de questions là-dessus, pas vraiment sur YouTube, mais plutôt à l'extérieur. Et je pense que ça peut être très intéressant de développer tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Cinquième nouveauté, le nouvel avantage fiscal lié à la rénovation. Alors ça, c'est quelque chose de super intéressant. Moi, ça me plaît beaucoup. Faut savoir, peut-être vous avez probablement même entendu les événements qui se sont passés malheureusement à Marseille avec les effondrements d'immeubles. Et suite à ça, le gouvernement a mis en place un avantage fiscal afin d'encourager la réhabilitation des vieux bâtiments. Alors, ce nouveau dispositif ça a un nom, ça s'appelle la loi Denormandie, qui vient du nom du ministre Julien Denormandie. Ça consiste à proposer un abattement fiscal en fonction de la durée de location que vous allez proposer. Il y a un abattement de 12% pour un engagement locatif de 6 ans, de 18% pour 9 ans et de 21% pour 12 ans. Vous l'aurez compris, plus vous louez longtemps, plus c'est avantageux. Donc évidemment, il y a certaines conditions pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. Premièrement, il faut investir dans un logement ancien pour faire du locatif. Deuxième point, le bien rénové doit se trouver dans une zone bien précise. Alors il faut savoir que le gouvernement a mis en place quelque chose de particulier parce que ça peut pas, ce plan, la loi de Normandie ne peut pas être applicable sur l'ensemble du territoire national. Donc ils ont pris un plan qui s'appelle le plan Action Cœur de Ville et qui regroupe 222 villes. Donc votre ville, pour pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal, doit se trouver parmi ces 222 villes. Vous pouvez consulter le plan assez facilement sur internet, vous allez sous Google, vous mettez Action Cœur de Ville et vous allez retrouver la carte avec toutes les villes qui sont concernées. Troisième point, il y a un plafond d'investissement, on ne peut pas faire ce qu'on veut, donc il y a un plafond d'investissement de 300 000 € qui est limité à 2 opérations. Il y a également un plafond pour le prix au mètre carré qui est de 5 500 € du mètre carré. Donc ça laisse quand même une belle marge de manœuvre, mais bon, évidemment, on peut pas faire ce qu'on veut, donc si vous voulez racheter tout Paris, c'est pas possible. Enfin, quatrième point et qui est le plus important, je vous en ai parlé, c'est un avantage fiscal lié à de la rénovation, à de la réhabilitation, donc forcément, il y a un plafond nécessaire pour le montant des travaux. Et il faut savoir que le coût des travaux doit représenter 25% du total de l'investissement. Quand je parle du total de l'investissement, c'est prix d'achat plus travaux. Donc ça, c'est très important. Donc je vous encourage évidemment à faire des travaux parce qu'avec ce dispositif supplémentaire, c'est encore plus intéressant et je peux d'autant plus vous en parler que sur mon dernier investissement, je vous l'ai présenté, j'ai fait pas mal de travaux et je suis dégoûté parce qu'à quelque chose près, j'étais éligible à ce nouveau dispositif, mais j'ai pas fait assez de travaux. Mais bon, c'est pas bien grave. De toute façon, c'est aussi les lois qui évoluent en permanence. Mais vraiment, aller chercher du travaux, ça crée de la charge. On fait souvent des belles affaires parce qu'il y a de la négociation. On peut donc du coup créer du déficit et pas payer d'impôts et en plus, on peut avoir un abattement fiscal. Donc là, honnêtement, cette mesure, je la trouve hyper intéressante. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sixième point, la prolongation du dispositif Censi-Bouvard. Alors le dispositif Censi-Bouvard, je sais pas si vous connaissez, c'est quelque chose qui est vraiment lié à de la défiscalisation. C'est pas quelque chose, moi, je trouve hyper intéressant, mais je vais quand même vous en parler. Il devait normalement s'arrêter en décembre 2018 et il sera prolongé jusqu'au 31 décembre 2021. Donc en quoi ça consiste? Pour faire simple, il s'agit d'un dispositif de défiscalisation, comme je vous disais, qui propose une réduction d'impôt égale à 11%, tout ça étalé sur 9 ans. Et il y a une limite d'achat qui est de 300 000 €. Donc la vraie particularité, c'est que l'investissement doit être loué en meublé, mais par bail commercial. Vous louez à une société, souvent on voit ça par exemple dans les cités universitaires, vous louez à une société qui vous garantit une rente qui est souvent la rentabilité pas hyper intéressante, mais vous avez une garantie de loyer. Donc en gros, c'est par bail commercial et c'est eux qui s'occupent du reste. Je trouve pas ça hyper intéressant, mais après voilà, si vous êtes concerné, si ça vous intéresse, si vous aviez prévu de le faire, d'investir en Censi-Bouvard, sachez que c'est prolongé jusqu'en décembre 2021, donc c'est une bonne nouvelle pour vous. La septième et dernière nouveauté, c'est évidemment le durcissement lié à la location courte durée. Alors ça c'est pareil, c'est le serpent de mer, c'est dans l'œil du cyclone depuis un moment. On sait tous que l'État a des yeux rivés sur la location courte durée, ils ont envie un petit peu de raboter le truc, de surveiller tout ça. C'est parti un peu en live là, avec beaucoup de personnes qui faisaient du Airbnb, la location courte durée, sans autorisation, un peu à l'arrache. Donc là, l'État a décidé de mettre le nez dedans avec des sanctions.
Donc premièrement, il y a une sanction si vous ne faites pas les déclarations obligatoires. Je crois que c'est une amende qui va jusqu'à 5 000 €. Si vous ne communiquez pas vos décomptes de nuit, je crois que c'est une amende qui peut aller jusqu'à 10 000 €. Enfin voilà. Ils ont également, apparemment, dans ce qu'ils déclarent, embauché pas mal d'agents pour faire plus de contrôles, parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de contrôles qui sont effectués, c'est aussi pour ça que les personnes se permettent de faire ça un peu n'importe comment. Donc voilà, ça confirme bien ce qu'on sait depuis un moment, c'est que voilà, ils font un petit peu la chasse à la location courte durée. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter la location courte durée, qu'on ne pourra plus en faire. Franchement, là, je ne suis pas du tout alarmiste là-dessus. On va voir un petit peu ce que ça donne. Quelque part, je trouve que c'est plutôt bien parce que moi, je préconise toujours de faire de l'investissement dans de bonnes conditions, de faire ça sérieusement. Et ça va permettre aussi d'un petit peu épurer le marché, si c'est appliqué. Donc, si vous avez prévu de faire de la location courte durée, pas de panique, continuez à le faire. Respectez les règles, de toute façon, il faut toujours le faire quand on investit. Mais je pense encore une fois que voilà, on aura vraiment du recul d'ici 1 an ou 2 pour voir si vraiment tout ça s'est appliqué. Renseignez-vous, enregistrez-vous pour rien risquer, mais on peut encore faire de la location courte durée en 2019. Donc voilà les 7 nouveautés qui concernent l'investissement immobilier en 2019. Donc je vais faire un petit récap. Premièrement, le prélèvement à la source. Deuxièmement, le bail mobilité. Troisièmement, le retour de l'encadrement des loyers. Quatrième point, la prolongation du dispositif Pinel en zone tendue. Cinquième point, la loi de Normandie, donc cet avantage fiscal que je trouve vraiment hyper intéressant qui concerne les travaux. Sixième point, la prolongation du Censi-Bouvard. Et septième point, le durcissement autour de la location courte durée. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me mettre vos questions, vos remarques, si vous avez des choses à dire sur ces 7 points que j'ai développés dans cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, soyez bien présents puisque je vais dans la deuxième ville dans le cadre de mon Tour de France. En attendant, pensez à mettre des pouces bleus et pensez surtout à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous dis à bientôt, ciao!